Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour 300 millions de critiques, donc à la Fondation Louis Vuitton, et nous sommes au cœur d'une rétrospective consacrée à Jean-Michel Basquiat, et plus particulièrement dans une salle où sont exposées des œuvres qui ont été réalisées par Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Et nous sommes avec Amobé Mévégué, mon cher Amobé, bonjour, bienvenue. Chapeau bas. Votre veste me ravit. Vigo, qui est le patron de TV5 Monde et qui est aussi un grand amoureux de la musique, puisque nous allons parler dans un instant évidemment de ce voyage à Erevan il y a quelques jours, qui était un voyage francophone, mais qui était aussi largement consacré donc à Charles Aznavour. Nous sommes avec Laura Tenoudji, ma chère Laura, bonjour. Bonjour. De France Télévisions, qui est à nos côtés. Nous sommes avec Myriam Fémiou, que vous connaissez, que vous adorez, de Radio-Canada, et qui a traversé l'océan uniquement pour nous voir. À côté d'elle, Sylvestre de Fontaine de la RTBF. Et donc, nous terminons avec Michel Siruty. Michel et Sylvestre, je vous embrasse tous les deux, de la Radio-Télévision Suisse. Nous commençons dans la vitesse, sans précipitation, avec vous, mon cher Amobé, pour l'instantané, cette photo que vous nous recommandez. Alors c'est la photo, c'est la pochette d'un livre, Les enfants fantômes, par Arissou Abdoulaye, qui est un avocat et qui raconte comment des enfants qui n'ont pas d'état civil sont condamnés à mort par millions et millions sur le continent africain. Hashtag donc. Hashtag donc le nom de l'auteur, Abdoulaye Arissou, avec un H, enfants fantômes. Ils sont 85 millions, nous dit-on, état civil, acte de naissance et enfants de la rue. Juste pour préciser, il y a un film documentaire qui accompagne ce livre. Bigot, Yves. Alors c'est une photo de la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, sur le plateau de l'émission internationale présentée par Françoise Joly avec RFI et le journal Le Monde, qui était donc en exclusivité sur TV5 Monde dimanche dernier depuis Erevan. Hashtag. Louise Mushikiwabo, OIF, Rwanda, Françoise Joly, TV5 Monde. Ma chère, vas-y, Laura. Ouais, c'est une photo de l'affiche de la tournée d'Elton John, qui sera en juin en France. Donc mes mots-clés, c'est... Célèbre artiste francophone. Ah oui, mais je suis dingue d'Elton John, donc je le dis. Icône pop, on va parler d'icône, donc icône pop. Hashtag tournée, juin 2019, il sera à Nîmes, donc hashtag Nîmes, dans les arènes, hashtag arène. Voilà, et je rendrai hommage à Paul Andreu, grand architecte français qui nous a quittés le 11 octobre dernier. Mes hashtags sont donc Paul Andreu, architecture, hashtag Roissy Grande Arche. Nous avons beaucoup tourné à la Grande Arche, donc de la Défense, car ce sont Roissy et la Grande Arche, deux œuvres que nous lui devons. Myriam. Elton John qui était à Montréal il n'y a pas très longtemps, qui a fait vraiment fureur là-bas. Mais mon cliché de la semaine, c'est un artiste d'art visuel montréalais qui est très en vue, qui s'appelle Jason Cantoro. Et sur ce cliché, il est en train de faire une murale. Il y en a de nombreuses dans la ville de Montréal, dans le cadre d'un projet d'art mural et d'architecture. Donc, mes mots-clés, Jason Cantoro, art public, Montréal, architecture. Sylvestre. La flûte enchantée de Romeo Castellucci à La Monnaie, donc une création. Il est venu pendant quelques jours. Il a complètement dynamité Mozart avec tout ce que ça peut impliquer comme commentaire derrière. Il a enlevé une certaine partie du texte, il en a rajouté. Donc on se pose la question, est-ce qu'on peut? Mais hashtag La flûte enchantée, opéra Romeo Castellucci, La Monnaie et Mozart assassiné, point d'interrogation. Mimiche. Oh mon cher Guigui, c'est gentil ça. Le célébrissime Tigre du peintre japonais. Là, vous n'avez pas changé de chaussures depuis que cette émission existe. Ça commence à m'inquiéter énormément. En même temps, on n'a pas changé de chroniqueur suisse non plus. Je résiste. Allez-y. Je disais le célébrissime Tigre du peintre japonais Rosetsu, qui vient du temple Muryoji, pour la première fois exposé hors du Japon. C'est au musée Rydberg à Zurich. Et mes mots-clés, mes mots dièses, eh bien c'est Rosetsu, Rydberg, Muryoji, Tigre, bien sûr, et puis unique, évidemment. Voilà, juste derrière moi à gauche, vous voyez ce double portrait qui a été réalisé par Jean-Michel Basquiat de lui-même et d'Andy Warhol avec ce doigt bleu exceptionnel. Voici le sommaire de cette émission que le monde entier nous envie. Le 1er octobre dernier, Charles Aznavour nous a quittés. Plus d'Aznavour, plus de Johnny, reste-t-il encore des icônes musicales francophones? C'est une des questions que nous aborderons. Nous avons aujourd'hui la chance de nous trouver au milieu d'une exposition exceptionnelle. Basquiat Chill à la Fondation Vuitton à Paris et la bande de 300 millions de critiques l'a visité. Au XXIe siècle, les philosophes font-ils toujours réfléchir ou sont-ils devenus des provocateurs agitateurs? Ce sera notre dernier débat du jour. Instantané, coup de cœur et invités sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti.
Le premier sujet de 300 millions de critiques est consacré à la disparition de Charles Aznavour après celle de Johnny Hallyday. Reste-t-il encore des icônes musicales francophones? C'est une des questions que nous aborderons après ces quelques images qui sont extraites d'un sujet que TV5 Monde avait diffusé le jour de la disparition de Charles Aznavour. Regardez. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là. Accrochez des lilas jusque sous nos fenêtres et cylindres garnis qui vous servaient de lit, ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. Sa petite taille, son physique, sa voix rauque, rien ne semble prédestiner le jeune artiste à la carrière qu'il va connaître. Toute une partie de la jeunesse d'Aznavour, de ses débuts dans le métier, c'est contre le destin, contre l'avis des gens qui savent, des critiques, des managers, des patrons de salle et même des copains. Vous voyez déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Mon chéri, vous étiez donc à Erevan lors de ce voyage pour la francophonie qui était aussi l'occasion de ne pas entendre Aznavour puisqu'il devait y chanter et il a disparu quelques jours avant. La résonance fut considérable. Évidemment, parce que Charles Aznavour, d'abord, avait le titre officiel d'ambassadeur de l'Arménie. Et c'est vraiment lui qui incarnait ce pays pour l'ensemble de la planète. Il l'avait fait notamment après les tremblements de terre, où il avait réuni un certain nombre d'artistes francophones pour interpréter Pour toi Arménie, etc. Je veux dire, c'était vraiment à ce moment-là que s'était cristallisé cette forme de diplomatie, en fait, qu'il incarnait. Et donc, on a vu déjà l'émotion en France avec l'hommage aux Invalides, etc. Mais évidemment, en arrivant quelques heures plus tard à Erevan, dans son pays, c'était quelque chose d'absolument incroyable. On le sent au ton de votre voix. Mais c'est-à-dire que j'ai été imprégné, parce que c'était devenu un gag, d'ailleurs, avec Jean-Paul de Godemar, le patron des universités francophones. C'est... Chaque fois, on disait, si on avait gagné 50 € chaque fois que quelqu'un, lors de cette semaine du sommet de la francophonie, a dit le mot Aznavour, nous serions milliardaires. On pourrait racheter plusieurs tableaux ici, dans cette exposition. Tellement cette semaine du sommet des chefs d'État francophones a été imprégnée de la présence de Charles Aznavour, parce qu'il faut dire qu'il est partout à Erevan. Alors non seulement il y avait des portraits de lui partout, y compris devant l'ambassade de France, mais dans les rues, etc. Mais il existe par ailleurs, et depuis longtemps, une place Charles Aznavour, qui est en plein cœur de Erevan. Et par ailleurs, il y a une maison Charles Aznavour dans le quartier branché sur les hauteurs d'Erevan, et une maison qui était consacrée alors à la fois à sa fondation, mais aussi à son œuvre, et qui va d'ailleurs être étendue pour accueillir l'Institut français d'Erevan, qui devrait être inauguré courant 2019. Mais c'était... Et puis il y a eu un grand concert aussi, qui a été auquel il devait participer. Absolument. Et qui a été donné, donc finalement, évidemment, en son honneur, avec notamment Mélodie Gardot, Angélique Kidjo, Serge Lama, qui est rentré sur scène en disant « Personne ne me connaît ici, mais vous savez, je suis très connu en France ». Ce qui était assez surréel. Et Zaz. Alors justement, la question, c'est de savoir s'il existe encore des artistes francophones qui ont une résonance internationale. Et puisqu'Amobé est à vos côtés, on peut dire qu'Angélique Kidjo, par exemple, c'est le cas. Alors, vous m'avez carrément enlevé la substance de la bouche. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que si on parle d'icônes francophones, on va tout de suite aller chercher du côté de Céline Dion. Vraiment planétairement parlant. On va citer aujourd'hui quelqu'un comme Stromae, malgré son jeune âge. Mais les icônes francophones sont africaines désormais, je pense. Mano Dibango, Angélique Kidjo, tous les anciens, les Salif Keita, etc. On parle d'icônes. Les Youssou N'Dour. Si on parle véritablement d'icônes, c'est vers l'Afrique qu'il faut lorgner. L'avenir de la francophonie est africain, en musique comme en philosophie, et c'est la matière première de l'avenir. Je pense qu'elle se trouve là-bas. Laura, est-ce que ce sentiment est partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux? Mais sur les réseaux sociaux, en moins d'1 an, on a perdu 2 icônes en France. Il y a eu Johnny et Charles Aznavour. Mais ce qu'on voit...
Et France Gall, mais en résonance avec autant de témoignages, je pense que Johnny et Charles Aznavour sont les deux grandes icônes qui ont permis d'avoir autant de réactions. Mais Charles Aznavour, ça va au-delà vraiment de nos frontières. Au Liban, en Iran, dans le monde entier, sur tous les réseaux sociaux, il y a eu des hommages qui n'étaient pas forcément le cas pour Johnny Hallyday ou France Gall, où c'était plus petit. Ah oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les hommages qui sont rendus, toutes générations confondues. C'est pas uniquement ceux qui sont nés avec Charles Aznavour, ceux qui les ont écoutés, qui l'ont écouté. Regarder. Non, mais et il y a des hommages même musicaux. On voit que les rappeurs reprennent beaucoup des samples de Charles Aznavour comme Dr Dre, et toutes ces musiques sont postées sur les réseaux sociaux en hommage au grand Charles. Vous parliez de Céline Dion, alors elle a fait sur ses réseaux sociaux, elle a repris chaque bout de ses chansons pour faire un hommage à son ami Charles Aznavour. Toujours donné, pardonnez-moi ma chère Laura, les moyens de conquérir le monde en apprenant les langues, en chantant dans les langues, en louant par exemple le Carnegie Hall à New York et en étant d'une certaine manière, on l'a dit, redit, est-ce la vérité probablement, le chanteur préféré de Bob Dylan. Donc c'est une sorte de fusion internationale qu'a réalisé ce petit homme. Est-ce que vous avez Dylan, le sentiment... il l'a dit dans Rolling Stone pour le 40e anniversaire du journal. Myriam, est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe encore aujourd'hui des icônes francophones qui rôdent derrière un micro? Soyez franche. Car votre voisin Sylvestre a assassiné la semaine dernière. Oui, c'est juste. Avec gaieté d'ailleurs, Jacques Brel. Non, avec réalisme. Avec réalisme. Mais on n'était pas d'accord. Myriam. Nous n'étions pas d'accord. J'ai bien aimé que Amobé relativise le mot icône en parlant des Stromae, en parlant d'artistes plus jeunes, parce que je suis pas certaine que Robert Charlebois ou Diane Dufresne aimeraient beaucoup que je parle dans la même foulée d'un artiste décédé à 94 ans. Mais oui, au Québec, il reste de ces artistes-là, justement, Robert Charlebois, qui a accompagné toute une génération dont les œuvres transcendent, que les jeunes d'aujourd'hui réalisent tranquillement à quel point il a été une espèce de rocker qui a fait éclater la musique chez nous. Donc, mais il l'aime, il le suit, il va au concert quand il se produit. Voilà. Tous ceux et celles que je vais... Toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Donc, tous ceux et celles que je vais nommer n'ont pas nécessairement le capital de sympathie, tous âges confondus, que Charles Aznavour avait. Parce qu'en effet, les jeunes, les adolescents, les fans de la première heure suivaient Charles Aznavour. Aujourd'hui, les Diane Dufresne, les Gilles Vigneault, qui est un incontournable chez nous, ne sont peut-être pas aussi connus et valorisés par la jeune génération. Maintenant, c'est à nous à faire le travail de leur faire aimer ces œuvres-là. Amis belges, présents. Allez, je vais sortir une carte timidement. Adamo, peut-être? Adamo, peut-être. Je ne sais pas. C'était bien de le faire timidement. Oui, c'était timidement. J'ai pris une précaution oratoire quand même juste avant. J'étais loin d'imaginer. Le type est charmant. Tombeau la neige est une chanson absolument magnifique. Oui, je crois qu'il y a 500 versions japonaises, je ne sais plus quelle chanson, peut-être même celle-là. Et c'est une star internationale. Voilà, et donc c'est pour comme ça que Aznavour, comme Céline Dion. Avec cette discrétion-là qu'avait Aznavour, c'est l'anti-Johnny Hallyday, Aznavour. Adamo, c'est l'anti-Johnny Hallyday. Et donc, j'ai été très surpris par le retentissement international du décès de Charles Aznavour. Et donc, je serais peut-être, à un moment donné, surpris par le retentissement international possible de la disparition d'Adamo. Je n'en sais rien, mais en tout cas... Qui n'a pas du tout l'intention de disparaître. Non. Sylvestre, vous avez bien fait de nous rejoindre. Sylvestre est très fort. La semaine dernière, il a enterré la postérité de Jacques Brel. Et cette fois-ci, en avant-première dans cette salle consacrée à Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, il nous annonce la mort prochaine de ce pauvre Salvatore Adamo. Il court le monde de concert en concert. Sylvestre... Non, mais attendez. À qui Netflix va consacrer un documentaire. Waouh. Sylvestre, vous avez bien fait de venir. Michel. On pourrait rajouter Nana Mouskouri, puisqu'on y est. Moi, je pense honnêtement qu'il n'y a personne du calibre. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul artiste francophone du calibre de Charles Aznavour. Et j'ajouterais, parce que, évidemment, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, ce sont des artistes francophones aujourd'hui, en partie ou en grande partie, mais ils chantent aussi dans d'autres langues. Mais simplement, ils représentent une musique qui est globalisée, comme Céline Dion d'ailleurs. Céline Dion qui finalement a vendu 1/10 de ses albums, des albums francophones. Le reste, c'est des albums anglophones. J'ai vraiment le sentiment qu'Aznavour... L'énorme différence, c'est qu'elle n'est pas auteur-compositeur. En plus, elle n'est pas auteur-compositeur, absolument. J'ai vraiment l'impression qu'Aznavour, c'était le dernier des Mohicans, parce qu'en plus
d'être un représentant francophone, il représentait aussi la chanson française, ce qui n'est pas la même chose. Et qu'un chanteur français représentant la chanson française ait réussi à avoir ce succès, mais international, parce qu'il a été repris, il ne faut pas oublier, il a écrit pour les autres, il a écrit pour Gréco, il a écrit pour Hallyday, pour Beko, voilà. Mais il a été repris par plein d'artistes, il a été repris par Presley, par Costello, par Dylan, par... Tony Bennett. Pardon ? Par Tony Bennett, absolument, par Tony Bennett. Il va bientôt nous quitter. Pardon. Mais sa voix durera encore. Nina Simone. Non, mais j'ai vraiment le sentiment qu'un type comme ça, au niveau du rayonnement qu'il a eu, au niveau de son talent d'écriture, de musicien, de conteur, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux musiciens francophones, il n'y a pas deux chanteurs francophones comme ça. Il n'y a personne qui le suit. Guillaume, est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme? Parce que Je vous en prie. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile d'asseoir une carrière à l'instar de ce que des Aznavour ont pu installer. Parce que si on fait une analogie avec le cinéma, les Gina Lollobrigida et les Sophia Loren d'il y a 50 ans, 60 ans, il n'y a quasiment plus d'équivalent. Pourquoi? Parce qu'il y a une profusion de canaux aujourd'hui. Et je pense que c'est difficile. Concernant les actrices, c'est faux. Avec une telle puissance, citez-moi quelques noms. Non, mais il y a des actrices aujourd'hui, vous prenez par exemple Cate Blanchett, vous prenez des actrices comme ça, elles ont un rayonnement international et une présence d'actrices qui est aussi importante que l'était. Alors, peut-être pas Sophia Loren, mais Brigida certainement. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. C'est une sorte d'amobé qui est des larmes qui coulent en pensant, évidemment... Charles Aznavour, c'est qu'il est le dernier de sa génération. Oui. C'est ça, c'est-à-dire ça marque un passage à une autre génération avec un autre style. Il reste Hugo Frey, mais... Oui, mais c'est un autre style. On est d'accord. Hugo Frey, c'est un tout à fait autre style. Il chante ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la world music ou du folk, etc. C'est un genre différent. Charles Aznavour, lui, c'est, comme le disait Michel, alors le dernier des Mohicans, je ne suis pas sûr que Mohican s'adapte. C'est pas la meilleure expression. Exactement, à Charles Aznavour. Mais c'est le dernier des représentants de la grande chanson française d'après-guerre. Non ? Oui, mais ça n'a rien, pareil, ça n'a rien à voir. C'est une autre génération, c'est la génération du rock. Donc anachronisme, c'est bien ce que je disais. C'est autre chose. À mon avis, ceux qui sont partis sur ce chemin-là, qui sont pas dans le rock et qui sont dans la tradition française, j'en citerai deux par exemple, c'est plutôt Souchon et Julien Clerc, qui sont hors rock et qui sont dans une tradition de la chanson française, mais qui ont passé la barre largement des 60 ans. Guillaume, c'est vrai, mais ils n'ont pas la même... Mais ils sont hors rock dans la forme, mais ils ne sont pas hors rock dans la sensibilité et dans ce qui a marqué leur imaginaire. Donc c'est une autre génération. Vous voyez ce petit carré blanc, eh bien en fait c'est un panneau de sens interdit. Stop, on s'arrête. Nous avons aujourd'hui la chance de... Le carré blanc, c'est la censure. Oui, c'est la censure, mais je suis la censure incarnée. D'interdit. Nous avons aujourd'hui la chance de nous trouver au milieu d'une exposition exceptionnelle, je le dis, c'est vrai, l'exposition Basquiat-Chilleux de la Fondation Vuitton où nous sommes. Alors, donc vous savez que Jean-Michel Basquiat donc, est ce jeune haïtien-américain donc, qui a révolutionné après Warhol l'histoire de la peinture, et nous sommes dans une salle où il y a des œuvres qui ont été réalisées donc conjointement par Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, et donc au sol, non pas au sous-sol, si peut-être au sous-sol de la Fondation se trouve donc une magnifique exposition, notamment des dessins d'Egon Schiele, qui nous a quittés donc à l'âge de 27 ans lui aussi, frappé par la grippe espagnole. Voici donc quelques images pour découvrir cette exposition, et nous en parlons après. Et donc, nous voici au cœur de cette exposition dont tout le monde parle, consacrée à Jean-Michel Basquiat donc, et Egon Schiele. Mon cher Sylvestre, c'est le cœur qui doit parler au-delà de la raison. Et d'ailleurs, le cœur, c'est un peu la matrice qui vous pousse depuis que vous nous avez rejoints. Qu'est-ce que vous pensez de cet ensemble assez exceptionnel, car il a été constitué d'énormément de prêts privés, ce qui n'existait pas auparavant, dans les rétrospectives, en tout cas concernant Basquiat? La raison, c'est poser une question tout d'abord.
pourquoi mettre ces deux grands maîtres de la peinture ensemble et pourquoi ne pas les avoir mis dans les mêmes pièces. Et je me suis dit, quel est le rapport entre les deux? Et en fait, le rapport, il est arrivé justement avec mon cœur quand je suis rentré dans cette expo-ci et que je me suis pris la rage de Basquiat. Je me suis dit, j'aurais pas eu envie de me retrouver dans la même pièce que lui pendant qu'il était en train de peindre, ou quand ce gars était en colère, par exemple. On sent. Adoré. Ça, c'est parce que tu es une femme. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se sent très très fort. Donc vraiment, il y a une émotion assez forte qui ressort de ces tableaux. Et il y a tout autant de rage chez Schiele, mais elle est ultra contenue. Elle est ultra réservée. Et c'est saisissant de faire les deux. Je pense que... Enfin, j'ai commencé par Basquiat et puis je suis allé chez Schiele. On peut très bien faire l'inverse. Mais il y a vraiment cette rage qui explose au visage et l'autre qui est vraiment hyper contenue. On se retrouve sur des cimaises ici avec des plafonds très très hauts. Tout est blanc. Chez Schiele, c'est cacadois et c'est très bas. Et donc, on a vraiment ce contraste-là de la rage intime et de la rage vraiment extériorisée. En tout cas, ça m'a vraiment... C'est le sentiment que vous avez ressenti. Ce sont évidemment deux moments de la culture occidentale extraordinaire, car vous savez que les artistes, c'est aussi des capitales. Par exemple, vous avez le Londres des années 60 pour la renaissance du rock'n'roll en Europe. Vous avez le New York d'Andy Warhol, et nous y sommes en plein. Et vous avez effectivement le Vienne de Gustav Klimt, d'Egon Schiele. Donc, il y a toujours un lien entre une ville et les artistes. Mon cher Michel... Vous qui vivez souvent à la campagne, est-ce que cette rage vous a pulvérisé le cœur? Si on connaît un petit peu ce que Basquiat a fait, ou ce qu'on peut peut-être voir en illustration pendant l'émission, ou d'autres tableaux, il y a, ce que disait Sylvestre très bien, il y a cette colère, il y a cette fureur, il y a cette revendication de Basquiat par rapport à sa place dans la société, qui était celle des Noirs américains à la fin des années 70, début des années 80, qui va de pair complètement avec toute la culture bien hip-hop, rap, qui a émergé à ce moment-là. Et le jazz. Et qui est la poursuite du jazz, d'une certaine manière. Voilà. Enfin, en tout cas, les jazzmen le voient, beaucoup de jazzmen voient le rap comme étant la suite du langage du jazz dans la défense sociétale et culturelle des Noirs américains. Et puis Egon Schiele, par contre, au début du XXe siècle, lui était... paradoxalement, dans sa peinture, en complète contradiction avec les valeurs de la société dans laquelle il était. Au contraire, il a complètement cassé ces codes-là. Il était dans une rébellion complète à la fois sociétale, culturelle et picturale dans ce qui se faisait. Sexuelle. Et sexuelle, ouais. On est vraiment dans l'histoire des hommes et de la sexualité et de leur tourment. Et je me disais justement, alors quand je regarde les tableaux de Basquiat qui me plaisent formellement, que je comprends intellectuellement, qui me touchent d'une certaine manière, que j'inscris complètement dans l'histoire de l'art, et en même temps, ça me renvoie, et c'est ce que doit faire un tableau, c'est ce qu'on dit. Quand on regarde un tableau, à la fois, ça doit nous parler, puis ça doit nous poser des questions sur nous-mêmes, et puis éventuellement même des questions existentielles. Je me disais, c'est rigolo parce que c'est un peu comme quand j'écoute du free jazz, quand je regarde Basquiat. C'est-à-dire que je comprends parfaitement pourquoi il est là, c'est magnifique, enfin voilà, il y a une vraie intelligence, et puis en même temps, au niveau du cœur, j'arrive pas à être complètement pris par cette rage. Et pourquoi j'arrive pas à être pris par cette rage? Peut-être parce que, voilà, moi, je suis pas black, noir, né à New York et qui a grandi dans les années 70 à New York. Je suis blanc, européen, suisse, qui plus est, qui a grandi, qui est un tout petit peu plus jeune que Basquiat, mais qui connaît cette réalité-là que de manière intellectuelle et pas de manière incarnée. Et ça m'amène à ça quand je vois Basquiat autour de moi. À la fois, je le comprends, mais en même temps, j'ai cette frustration de ne pas complètement pouvoir entrer dans l'œuvre. Alors que pour Schiele, peut-être que, je ne sais pas, parce que je suis blanc, peut-être que c'est parce que plus proche culturellement, peut-être qu'aussi c'est plus large, parce que ça parle de l'homme en général, de ses pulsions, de ses démons, de la mort, de la vie, de la sexualité. Peut-être qu'il y a une mélancolie aussi un petit peu plus grande chez Schiele. Par contre, là, le cœur... autant que la raison, sont plus vite touchés. Et c'est ce que les œuvres d'art, je trouve, doivent faire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un émerveillement au niveau de l'œil, et puis en même temps, ça nous questionne, nous, sur la façon dont on les reçoit et ce qu'on est capable de redonner plus loin. Et quand on passe dans cette exposition, qui est splendide, vraiment, qui est splendide, peu importe si on est vraiment complètement incarné ou pas, ça nous questionne. Et moi, ça m'a questionné. Donc, rien que pour ça, c'est une... Alors, nous allons donner la parole après à Myriam. Nous allons changer de direction dans cette conversation. Je voudrais dire 2-3 choses à caractère biographique, donc que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, c'est à New York dans les années 70 que tout se passe dans le monde entier. C'est la capitale mondiale de la culture. Un jeune Haïtien rôde dans les rues, il n'a fait aucune étude d'histoire de l'art. Il va dans les musées et il a la rage qu'aucun artiste noir ne soit dans ces musées. Il travaille dans la rue avec beaucoup de graffeurs, mais il ne s'est jamais considéré comme un graffeur. Et très
très rapidement, il est devenu archi célèbre, ce qui casse complètement le code classique des gens qui vous disent les artistes importants sont les artistes qui sont sanctifiés par l'éternité. Dans le cas de Basquiat, comme dans le cas de Picasso, comme dans le cas de Velázquez, ça a toujours été totalement faux. Velázquez est devenu célèbre très jeune, Picasso est devenu célèbre très jeune, et Basquiat a été extraordinairement célèbre avant de mourir. Donc ce sont des météores, mais des météores qui accède à cette éternité. Cette éternité, évidemment, à Bobet, on est obligé de le dire, on en parlera avec Yves et la musique, puisqu'il y a un extraordinaire tableau tout noir, Yves, qui est la représentation d'un disque de Charlie Parker, qu'on peut voir dans un étage. C'est le lien qui existe aussi entre la musique, la culture noire, et cette revendication de ces grands guerriers noirs qu'on voit et qui sont exceptionnels. Vous avez fait comme tous les grands génies, vous avez synthétisé ma pensée, oui, fait, Guillaume. C'est la télépathie, c'est le vaudou. Vous m'avez vaudouisé mon esprit. Oui. Ce blanc est trop fort, c'est un blanc supérieur. En fait, ce qui est extraordinaire avec Basquiat, c'est que c'est un super-héros lui-même. Voici un jeune Afro-Américain qui explique « Me voici dans un monde de blanc et me voici au sommet du nec plus ultra du monde occidental, c'est-à-dire la mode, un endroit où vraiment les Afro-Américains, même s'il a une souche portoricaine, n'ont pas accès. Haïti le convoque, il convoque sa part d'africanité, il célèbre tous ses super-héros, donc c'est Malcolm X, c'est Charlie Parker, c'est Joe Louis, et cette rage, j'aime bien la notion de rage, parce qu'effectivement, les gens sont dans l'urgence. Et il a réussi, parce que c'est le trait des génies, à faire une synthèse qui touche, qu'on soit noir ou blanc, qui touche l'humanité. Parce que lorsqu'il dresse le portrait robot d'un policier noir dans un monde de blanc, ça questionne beaucoup de choses. Et c'est là où je trouve vraiment que lui qui a rejoint le Club des 27, ces artistes de génie qui sont tous Hendrix, voilà. Janis Joplin, etc., Hendrix, c'est quelqu'un... Jones, Kurt Cobain, absolument. Nick Drake. Ils sont très nombreux. C'est quelqu'un qui aura marqué des générations. Alors, sur le plan formel, vous avez évidemment l'exemple avec des tableaux qui sont des combinaisons Warhol-Basquiat, mais c'est vrai que vous trouvez dans les tableaux de Basquiat à la fois des écritures, comme il y en a dans les restaurants, des écritures, mais aussi des choses qui ont un rapport avec des descriptions médicales du corps, puis des symboles de la culture noire, on vient d'en parler il y a quelques instants, puis des grands aplats de couleurs qui rappellent finalement la culture occidentale, les bleus de Matisse ou les bleus de Miro. Donc tout ça est mélangé en 7 ans par un type qui avait quand même une hygiène de vie qui était proche de la dinguerie absolue, si l'on en croit un formidable livre qui s'appelle La Veuve Basquiat, qui a été écrit par Jennifer Clément, qui a confessé, donc celle qui a accompagné une partie de sa vie, qui s'appelle Suzanne Malouf. Mais puisqu'on parle de musique, Yves, c'est important parce qu'il y a des tas de gens qui ont accompagné sa vie à cette époque, Adrian Byrne, Vincent Gallo, enfin tout ce qui était la scène new-yorkaise musicale. Et là, on a un tableau qui est juste derrière nous, qui est un clin d'œil formidable à la pochette du disque du Velvet Underground, puisqu'on retrouve à la fois la banane épluchée et en haut de la banane, la fameuse perruque de Warhol, entièrement en argent. Oui, c'est concentré, en fait, un des albums fondamentaux du rock, de Velvet Underground and Nico, 1966-1967. C'est effectivement, vous le disiez, New York, capitale mondiale du monde artistique, mais aussi capitale, à l'époque, très dangereuse et très sale. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir Downtown, d'ailleurs. Hein. Tout ça se passait essentiellement downtown. Autour du village, c'est-à-dire là où étaient d'abord les logements bon marché, là où étaient les clubs, là où étaient les galeries d'art également, les clubs de folk, les clubs de rock, c'est là où ont débuté aussi bien Bob Dylan, Jimi Hendrix ou Willie DeVille. Ça n'est pas le New York d'aujourd'hui, qui est devenu gentrifié, qui est une ville très paisible, avec maintenant des cafés avec les tables au milieu de Union Square, etc. C'est un autre New York, c'est un New York d'une grande violence raciale aussi, de grandes confrontations. C'est le New York en musique. Alors c'est le New York du free jazz, c'est aussi le New York des ancêtres de ce que deviendra le rap. Et Basquiat, il accompagne ça, c'est les Last Poets, c'est Gil Scott-Heron, c'est tout ce mouvement qui deviendra en fait le hip-hop et qui est illustré, alors non seulement évidemment par les artistes graffiti, mais aussi par Keith Haring, dans un autre style, parce qu'en fait un peu la trilogie c'est ça. Mais ils ont travaillé ensemble, ils travaillaient ensemble dans la rue avant. Bien sûr, c'est un peu la trilogie avec Warhol comme le précurseur, ou le père spirituel, voilà, spirituel, Basquiat, Keith Haring, qui eux sont passés
comme Warhol d'ailleurs, et selon un peu ses instructions et son modèle dans la culture populaire. Parce que Aéroport de Paris, par exemple, a choisi les dessins de Keith Haring pour simplement vous dire le restaurant est là, le bureau de change est ici, et les toilettes, c'est par là. Je veux dire, c'est dire à quel point ces artistes, qui avant étaient... enfermés dans des musées, sont passés justement dans la culture populaire quotidienne. Mais ça, on le doit à Warhol et on le doit à ce New York des années 60. Ma chère Laura, brièvement sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, et on terminera avec Myriam. C'est dithyrambique, c'est-à-dire il n'y a aucun mauvais commentaire et on ressent cette même rage dans les commentaires de personnes qui ont visité l'expo et qui ont adoré, ça les a pas laissés indifférents, ils sont pas allés voir l'exposition et puis après ils sont repartis comme ça. Non, on le sent dans les commentaires, dans les photos qu'ils postent, il y a plus de 500 000 photos qui ont été publiées. Après, on laisse un peu de côté Egon Schiele, il y a certaines personnes qui viennent juste pour Basquiat et qui repartent et c'est dommage parce qu'effectivement cette exposition vaut le détour. Il y a une application que met à votre disposition la Fondation Vuitton. J'ai fait toute l'exposition avec. Elle est absolument géniale. Il y a différents experts qui vous donnent des analyses d'étoiles. Et ensuite, ce qui était très marquant lorsque j'ai fait la visite, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas son smartphone à la main. Donc, je suis allée les interroger en disant, mais pourquoi? Bon, ils écoutaient pour certains l'application, mais pour d'autres, ils m'ont dit, mais regardez tous les mots qui sont inscrits sur les toiles. Si je dois pouvoir apprécier chaque toile, j'y passe 24 heures. Donc, en général, tous les visiteurs photographiés pour ensuite, chez eux, reprofiter, analyser différemment l'exposition. Voilà, Basquiat a fait des voyages en Afrique, des voyages en Italie, il a eu des grands marchands qui sont occupés de lui, et puis c'était une vie qui a quand même été brûlée à une vitesse phénoménale, puisqu'il est mort avant l'âge de 30 ans. Vous représentez ce continent américain, dont il est maintenant clairement le héros. Quel écho on en a aujourd'hui, par exemple, chez vous? Tout le monde a envie de venir à Paris, à la Fondation Vuitton, pour voir cette exposition-là. J'ai fait beaucoup de jaloux chez nous en disant que je venais la voir, parce que oui, il y a l'aura autour de Basquiat. Elle est là, Laura. C'est Basquiat qui elle apostrophe. Donc, il y a toute un aura autour de lui, mais la raison pour laquelle il capte encore autant aujourd'hui, c'est que oui, il y a le talent de la peinture, mais c'est aussi, je trouve, un artiste qui est un génie, c'est lorsqu'il reflète son époque. Il reflète son époque, il parle du noir afro-américain, de sa condition, de son état, de ce New York sale dont Yves parlait tout à l'heure. Mais malheureusement, il parle du New York sale d'aujourd'hui, de l'Amérique qui a beaucoup de difficultés encore aujourd'hui avec le jeune homme noir afro-américain. La brutalité policière, ça date pas des années 80. Donc, je pense que le jeune noir afro-américain se retrouve encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ses œuvres sont reprises sur des baskets, sur des sacs à dos, sur des T-shirts. Il y a beaucoup de ses œuvres qui sont reprises un peu partout. Donc, oui, cette émotion-là, on la ressent. On la ressent parce qu'il a réussi à capter très bien ce moment-là, mais parce que malheureusement, c'est encore tout à fait d'actualité. Voilà, et le premier grand critique qui a parlé ou écrit sur Basquiat s'appelle René Ricard. Il parlait justement de Radiant Child, c'est-à-dire ce personnage qui tout d'un coup est apparu dans un New York qui était confus, qui était violent et qui est devenu une superstar en quelques mois, dont les tableaux se sont arrachés et qui maintenant est devenu un héros de la peinture, comme il existe des héros de la musique. Avant notre dernier débat, donc allez voir cette exposition qui est exceptionnelle, je le rappelle, pour des raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, à savoir que beaucoup d'œuvres ont été prêtées par des collectionneurs privés américains, européens, japonais, et ce sont des œuvres qu'on ne voyait évidemment jamais, puisque par définition, elles étaient un caractère privé. Nous allons accueillir donc à côté de nous Christian Allandette, commissaire de l'exposition Nos Chambres, Giacometti et Annette Messager, en ce moment à l'Institut Giacometti. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous à côté de ce cher Amobé, mon cher Christian. D'abord, il faut nous rappeler ce que c'est que cet Institut Giacometti que les gens ne connaissent pas forcément encore. Donc l'Institut Giacometti est un espace de recherche et d'exposition principalement centré sur Giacometti, dans lequel on peut retrouver la reconstitution de l'atelier mythique de Giacometti, qui est un atelier de 24 mètres carrés où il a vécu
toute sa vie et que sa veuve avait entièrement conservé, y compris les murs qui avaient été enlevés dans les années 90 et où Giacometti avait dessiné, gravé, voilà, qui était et aussi tous les éléments, les outils de Giacometti. C'est situé où, Christian? C'est à Montparnasse, dans le quartier historique de cette époque-là. Et de cette génération-là. Et où Giacometti vivait, voilà. De cette génération et aussi de celle de la génération suivante, encore un tout petit peu, puisque Annette Messager a croisé Giacometti quand elle arrive à Paris. Elle ne le rencontre pas, elle le rencontre dans cette exposition-là. Mais c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Alors, ce qui est étonnant et donc passionnant dans cette exposition que vous montrez, c'est qu'a priori, pour le grand public qui ne connaît pas très bien, enfin, qui voit d'une manière extérieure l'homme qui marche de Giacometti et les œuvres d'Annette Messager, on se dit, mais mon Dieu, quel est le rapport entre justement ces deux mondes qui se sont croisés à Montparnasse, mais qui n'ont visiblement aucun rapport. Existe-t-il un rapport entre les deux? Alors, il y a un rapport qui n'est pas formel, hein, parce que effectivement, chaque artiste a une pratique qui est totalement différente, mais il pose des questions communes, universelles, qui sont la question de la condition humaine. Et c'est en ça que les deux artistes se retrouvent. La volonté de la Fondation avec l'Institut Giacometti, c'était de renouveler aussi le regard sur Giacometti et donc d'amener un artiste contemporain comme Annette Messager à venir regarder dans les archives, aller chercher d'autres œuvres de Giacometti. Ça permet de renouveler ce regard-là. Et les chambres, enfin nos chambres, les chambres d'Annette Messager et d'Alberto Giacometti, c'était l'idée pour Annette Messager de imaginer cette rencontre qui n'avait pas eu lieu, mais plus à la fois sur un mode d'hommage et aussi sur un mode d'une cohabitation entre deux artistes qui pourraient vivre ensemble, hein, puisque dans le travail d'Annette Messager, il y a aussi une dimension fictionnelle et biographique qui intervient. Et donc elle part de cette rencontre qui n'a pas eu lieu pour la prolonger aujourd'hui à travers des... Est-ce que ça veut dire, Christian, qu'il y aura d'autres artistes invités justement pour ce dialogue? Alors, dans la future des programmations? Ouais. Oui, l'expo qui va suivre est une expo de Peter Lindbergh. Alors, c'est moins un dialogue qu'un regard porté par un photographe sur la sculpture de Giacometti. Et ensuite, on a un projet avec Teresa Hubar et Alexander Birchler, qui sont des artistes suisse-américains qui avaient travaillé à partir d'une œuvre de notre collection. Et donc, on développe toute une recherche autour de ce projet. Merci d'être venu. On redonne la date parce qu'elle est importante, parce qu'il faut se précipiter. C'est jusqu'au 13. Si jamais je me trompe, vous pouvez me coller à distance une énorme baffe que va relayer Amobé. C'est jusqu'au 13 janvier 2019. Exactement. Parfait. Pas de baffe, Amobé. Je suis désolé pour toi. Troisième sujet donc de cette émission. Au XXIe siècle, les philosophes font-ils toujours réfléchir ou sont-ils devenus des provocateurs, des agitateurs? C'est notre dernier débat du jour. Des philosophes qui s'expriment désormais souvent sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à déclencher des polémiques. Évidemment, la dernière en date, tout le monde le sait, concerne la lettre adressée au président de la République par Michel Onfray. Donc Emmanuel Macron, le président de la République, a reçu cette lettre via son site internet. Et Michel Onfray a créé ce qu'on appelle Michel Onfray TV. Laura, d'abord, quel est ce site exact avant qu'on parle du fond? Alors, Michel Onfray a créé sa web TV personnelle il y a maintenant 3 ans. On y retrouve des vidéos. Il poste environ 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, c'est pas juste une web TV comme ça. C'est vraiment une web TV sur laquelle il s'investit. Il n'y parle pas que politique. Récemment, il y a parlé topless ou de la situation des personnes handicapées en France. Et le 1er octobre, il y a eu cette fameuse lettre qu'il a lue devant sa caméra qui dure près de 11 minutes. Lettre intitulée « Lettre à Manu sur le doigté et son fondement » qui a généré énormément de réactions et son éviction d'une émission sur France 5 du magazine de la santé. Donc ça a fait énormément parler. Dont il était invité, ce qui n'était pas... Dont il était invité et après il en a reparlé sur la même web TV. Il se définit, parce que lorsqu'il a lancé cette web TV, il se définit comme un philosophe médiatique. Médiatique dans le sens où philosophe qui a son média
pour s'exprimer. C'est comme ça qu'il se considère. Après, si on doit revenir sur cette fameuse lettre, elle fait suite à une photo qui a été postée le 29 octobre sur les réseaux sociaux, montrant le président Emmanuel Macron entouré de 2 Noirs à l'île de la Réunion, dont un... Ça fait surtout suite au fait qu'il est certain, enfin il est persuadé, à mon avis à tort, qu'il a été viré de France Culture par le président de la République. Aussi, mais il réagit à cette photo-là qui montre un Noir faisant un doigt d'honneur, torse nu à ses côtés, qui a été relayé par l'ex-braqueur en question. Si on lit réellement ce qui s'est produit lors de cette photo, c'est un doigt d'honneur qui dit, vous voyez, le président français se sent en sécurité chez nous, contrairement à ce qui peut être dit. Et Michel Onfray fait tout un pamphlet grossier sur l'homosexualité potentielle, effectivement, d'Emmanuel Macron. Voilà. Est-ce que c'est son rôle ? Je ne suis pas sûre. Alors la question est posée évidemment à tout le monde, c'est-à-dire de savoir si on est dans, comment peut-on dire, dans le grinçant d'une catégorie ou d'une génération de gens qui s'attaquent au pouvoir, que les philosophes s'attaquent au pouvoir, c'est vieux comme le monde, et s'il y a quelque chose de particulier dans cette génération, c'est la question qui est posée, qui se lance ? Guillaume ? Oui, il y a une particularité, la médiocrité. Mais plutôt que vous dire du mal de Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Emmanuel Todd, etc., je préférerais vous dire qu'il reste heureusement un philosophe qui, en France, poursuit la glorieuse histoire des Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, etc. C'est Michel Serres. C'est le dernier phare de la pensée française telle qu'elle a été conçue, qu'elle s'était poursuivie après-guerre avec Camus, avec Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, etc. Mais c'est le dernier. Les autres, c'est Baffy en pas drôle. Parmi les médiatisés... Je vais contester, mais je vais laisser. Oui. Non, parmi les médiatisés, c'est vrai qu'il y a des philosophes en France dont on est peu... Enfin, même moi, en préparant cette question, je les ai découverts, mais il y en a qui sont encensés par les philosophes. Ça peut être Jacques Bouvresse ou René Girard, donc le grand public n'a pas forcément une grande connaissance, mais qui sont des philosophes qui sont bien implantés en France. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour ça que je n'ai pas voulu tout de suite répondre à votre question, j'ai l'impression que c'est vraiment un problème franco-français, vu de Suisse, totalement. De Belgique aussi. Voilà, parce qu'en Suisse, les philosophes, a priori, sont interviewés quand ils le sont pour leur qualité de philosophes académiciens souvent, et qui s'expriment dans le champ de leurs compétences, dans leur domaine d'expertise, et puis c'est à peu près tout. Donc aujourd'hui... C'est là où la tradition française est différente, parce que justement, tout à l'heure, Yves parlait de Voltaire. Si vous allez de Voltaire à Jean-Paul Sartre, en passant par Camus, ou même en passant par Aron et les autres, il y a toujours eu, j'allais dire, le rôle du philosophe de fond, mais quasiment journaliste de trucs, c'est une tradition française particulière. Je me permets alors d'être, j'entends simple, et en même temps, j'ai quand même l'impression... Camus a écrit dans la presse, Sartre a créé son journal. Je veux bien, mais si on parle de, je sais pas, moi, si on parle de, je vais peut-être un peu vieux, mais je sais pas, Foucault, Yankelevitch, Bourdieu, Lévi-Strauss... Ils se sont beaucoup occupés. Foucault défendait le régime iranien, ça lui a été largement... Alors, il y avait ça, certes, aussi, mais j'ai le sentiment quand même que ces philosophes-là avaient une expertise, comment dire ça ? Ils avaient une œuvre. Oui, une œuvre, certes, mais ils avaient une crédibilité. Voilà. Ils avaient une crédibilité académique, intellectuelle, philosophe, que n'ont pas ou qu'ont moins aujourd'hui les philosophes, qui sont pour moi ceux qu'on entend beaucoup et que nommait Yves tout à l'heure, qui sont plus pour moi des tribuns, des lobbyistes, qui viennent exposer les idées, qui sont souvent dans l'émotion, j'ai l'impression, une émotion qui est intellectualisée, alors que les précédents étaient dans une pensée qui était véritablement construite et sur laquelle ils s'exprimaient, et qui était logique. Et on a juste le sentiment, vu de l'extérieur, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se passe du tout en Suisse, on fonctionne pas de cette manière-là, qu'on est vraiment dans de la polémique, des fois, qui est gratuite, mais qui pourrait être l'œuvre d'éditorialistes, c'est pas le problème, on a le droit de faire ça. Mais c'est plus des philosophes à ce moment-là. Sylvestre. Le problème se pose justement au niveau de philosophes médiatiques. Et je pense que le médiatique, parfois, prend le pas sur la philosophie, le fond prend le pas sur la forme. Et c'est...
C'est notamment ce qui me dérange avec le texte de Michel Onfray, où il file la métaphore, et je vais le dire poliment, la métaphore du toucher rectal jusqu'au bout du texte. Le fond n'est pas nécessairement... Enfin, il est contestable, on peut l'attaquer, etc. Mais il y a une articulation intellectuelle derrière, mais c'est complètement occulté par cette histoire de doigts, par cette histoire de corps huilé. Enfin, il utilise plein. Il pimente, en fait, son texte de plein de choses qui ne devraient pas être là. Et je pense qu'il a été attaqué surtout à cause de ce genre de choses. Personnellement, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un certain nombre de philosophes qui sont beaucoup trop médiatisés et qui perdent, comme le disait Michel, justement, une part de leur crédibilité et de leur pensée parce qu'ils sont exposés et parce qu'ils sont camés à la caméra, parce qu'ils sont camés aux réseaux sociaux. Alors, ajoutons un autre niveau de lecture, les réseaux sociaux, c'est encore pire, ça devient effectivement... Alors qu'avant, on pouvait réfléchir par rapport à ce que disait. Aujourd'hui, on n'a plus que de l'outrance et c'est perdu dans la polémique, c'est perdu dans le buzz, c'est perdu dans le clash et dans tous ces termes très, très contemporains. Myriam. Ce qui est intéressant de comprendre au-delà de cette polémique-là ou de d'autres similaires, c'est pourquoi on en arrive là. Et je pense que Sylvestre touchait exactement sur la question. C'est l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux. On parle aussi de crise dans les médias. Donc, tout ça fait en sorte qu'on doit générer du contenu, on doit générer de la circulation sur ces plateformes-là. Donc, il y a une espèce de surenchère de polémique. Et puis, je trouve en tout cas, chez nous, on n'a pas le même parallèle là, de philosophes ou de philosophes médiatiques, mais qu'on les appelle des chroniqueurs ou des polémistes ou des éditorialistes. Je pense qu'on arrive un peu au même constat, c'est que ces gens-là qui sont sur des tribunes télé ou Internet ou réseaux sociaux ont un impact sur notre façon de penser, de réfléchir, de voir le monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre monsieur, madame, tout le monde, derrière son écran de télé, derrière son clavier, qui balance des opinions sans avoir vérifié des faits, sans vraiment comprendre la situation. Et chez nous, il y a un mot qui est devenu à la mode qui s'appelle les trolls. Et quand un philosophe est rendu aussi trolleur que le public, c'est assez grave. Le troll, finalement, c'est quelqu'un qui va sur Internet, surtout, pour essayer de jeter la polémique et où il n'y a pas possibilité de communication. Donc, Myriam, c'est des anti-Diogènes. En fait, c'est ça. Si on veut revenir à l'essence et à l'origine de la philosophie. C'est le café du commerce amplifié, en fait, un troll, alors qu'un philosophe n'est absolument pas dans le café du commerce, à mon avis. Mais il doit véhiculer une certaine sagesse. De hauteur. Exactement, de hauteur. Je pense aussi. que ce qui se passe sur ce plateau est l'exemple de ce que nous subissons, c'est-à-dire que c'est ceux qui la ramènent le plus, qui parlent le plus. Du coup, comme je me suis tu, personne, ni la postérité, n'auront sondé la profondeur de mon verbiage. En gros, ce qui se passe, d'abord, le premier principe, postulat pour moi, c'est qu'il est interdit d'interdire, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord. La richesse d'une société, c'est lorsque toutes les opinions peuvent s'exprimer. Mais c'est là où le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un glissement, il y a une dérive, il y a une confusion. Tout le monde est philosophe. Le philosophe, au départ, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui éclaire la société, qui envoie vers la métaphysique éventuellement, ou qui convoque des thèmes qui touche au quotidien et qui éclaire donc la société. Il y a une forme de sacralité du livre. Tout le monde fait des bouquins, et une fois que quelqu'un a fait un bouquin, on a l'impression que ça y est, c'est le nouveau penseur, c'est lui qui nous éclaire. Et c'est ça le vrai danger. Et le rôle des médias, le rôle de la puissance des réseaux sociaux, en tant que régulateur, c'est là. C'est-à-dire que s'il y a un Onfray qui s'exprime, ou quelques autres, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait le pendant inverse qui puisse s'exprimer. Et c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout cette balance entre les différentes formes d'expression. Alors, surtout, les philosophes, c'est pas un métier, il n'y a pas un diplôme de philosophie, c'est comme psychanalyste, on se décrète philosophe, donc on ne sait même pas si les philosophes en sont. Je veux dire, c'est eux qui décident de nous imposer leur philosophie. Dans le cas de beaucoup de ceux dont on a parlé, on sait quel est leur parcours universitaire quand même. Les coups de cœur, Michel. Alors, comme coup de cœur, parce qu'on a parlé de Basquiat, je vais vous proposer un film qui s'intitule Downtown 81, qui a été tourné justement avec Basquiat dans le rôle principal. Il avait 19 ans à ce moment-là, 19-20 ans. Il n'était pas encore connu en tant que peintre. Et c'est un film qui a été fait par un photographe et réalisateur suisse, Edo Bertoglio, qui travaillait pour Andy Warhol comme photographe, pour Inter
interview à ce moment-là. Et c'est un film qui est justement emblématique, Yves en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'en fais mon coup de cœur, qui est emblématique de ce New York du tout début des années 80, avec une bande-son extraordinaire, où on retrouve notamment des personnes qui ont un petit peu disparu, James White par exemple, Kid Creole, les Coconuts, on les connaît bien en revanche, mais ils sont dans ce film-là. C'est vraiment emblématique du New York des années 80, et Basquiat joue son propre rôle, encore qu'il n'était pas le peintre connu qu'on connaît maintenant. Sylvestre. Alors nous, on aime bien mélanger les langues. En Belgique, à Bruxelles singulièrement, le Brussels Museums Nocturne, donc du latin, de l'anglais et du français, pour décrire une réalité assez intéressante. C'est la 18e édition, c'est la Nocturne des musées jusqu'au 6 décembre, et donc ça dure quelques mois. 73 musées bruxellois qu'on peut visiter tous les jeudis de 17h à 22h. Et on a en vrac le musée de Manneken Pis avec toutes ses tenues, on a le musée des égouts et aussi le nouveau centre Pompidou Bruxelles qui s'appelle Canal. Myriam. Mon coup de cœur, il est musical. Il s'appelle Les Louanges. Et derrière le nom, on pourrait penser que c'est une formation, mais c'est un tout jeune homme. Premier album, il est au début de la vingtaine. Il a étudié en musique jazz. Il touche un peu au hip-hop, au funk, au soul. Son premier album vient tout juste de sortir. Ça s'appelle La Nuit et Panthère. Et je sais que Michel aimerait particulièrement cet album-là. Il y a vraiment une espèce de... Premièrement, il y a un flow, ce qu'on appelle là, les rappeurs qui ont tous leur flow. Lui, il a quelque chose de très particulier. Il a une voix particulière, mais en même temps, on sent une intelligence musicale derrière tout ça, de sa formation jazz. Les Louanges, belle découverte. Amobé. Coup de cœur musical avec une jeune artiste qu'on a vu débuter il y a une quinzaine d'années, une autodidacte, sur le créneau du reggae. Elle a des origines capverdiennes, elle s'appelle Mo Calamity et elle a réalisé tous ses rêves. Elle est allée s'installer en Jamaïque pendant plusieurs mois, a joué avec tous les plus grands, Robbie Shakespeare, Slydenbach, qui sont la section rythmique la plus mythique depuis les Wailers. Et elle vient aussi de faire un clip avec Tiken Jah Fakoly. Rien que pour ça, chapeau bas. Yves. Alors, je ne crois pas qu'il soit le philosophe de la rock critique, mais il en est son prophète. Philippe Manœuvre, Rock, ma vie est un roman. Donc, c'est sa première autobiographie. En plus de, évidemment, son éminence, c'est un formidable raconteur, le roi de la formule qui fait mouche. Et où Philippe Manœuvre, à la fois, a su sélectionner quelques bonnes aventures qu'il a vécues, mais où il aborde aussi sa passion pour l'égyptologie et les pyramides, et son amitié avec un des compagnons de Jacques Messrine. Donc vous verrez, ne croyez pas que vous savez déjà tout ce qu'il y a, en fait, si vous êtes des lecteurs de rock et folk, dans ce roman. C'est absolument épatant. Bravo Philippe. Laura. Ouais, mon coup de cœur, c'est l'exposition de Bernard Venet au MAMAC de Nice, par hasard, comme ça. Et c'est les années conceptuelles de 1966. Vous voulez dire Nice, la ville 1900... Ah, oui, les années conceptuelles de 1966 à 1976, une période pendant laquelle il incorpore un peu au champ artistique toute la rationalité des mathématiques. C'est une très belle exposition jusqu'au 13 janvier. Ciao et à la semaine prochaine. Prise de partager le gâteau.